J'interviens 20 secondes dans votre vidéo juste pour vous apprendre une technique ridiculement facile pour voir des centaines d'autres vidéos d'informations alternatives et de qualité comme celle que vous regardez maintenant. Vous vous en doutez, une vidéo c'est comme un paquet de cigarettes, comme un café, comme une série, ça a un coût. Tous les jours, nous essayons de vous fournir l'information que vous recherchez, mais nous ne pouvons pas y arriver sans vous. Alors l'astuce ultime pour réussir à voir ces vidéos, pour nous aider à en produire d'autres, c'est de vous engager avec nous. Alors si vous avez aimé cette émission, aidez-nous à en produire d'autres et faites un don. Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Et nous sommes avec notre partenaire Renaissance Catholique pour la 31e fête du livre qui se déroulera ce dimanche 10 décembre de 12h à 19h à l'espace Les Pyramides à Port-Marly. Sans auteur en dédicace, 10 000 livres sélectionnés. Vous pouvez venir en famille car il y a une garderie, une restauration sur place, mais aussi de nombreux stands associatifs. Et vous pourrez assister à 4 conférences. À 13h45, Jean Sevilla pour son livre « Cette Autriche qui a dit non à Hitler ». 15h, Mathieu Bocoté pour son dernier livre « Le totalitarisme sans goulag ». 16h, Patrick Buisson pour son livre « Décadence ». Et enfin, à 17h, Philippe Devilliers pour son dernier livre, le roman du Roi Soleil. Et pour en parler ce matin, nous sommes avec Jean-Pierre Maugendre. Bonjour Jean-Pierre Corentin. Vous êtes directeur de Renaissance Catholique. Vous connaissez bien la radio. Ça fait un moment que vous y passez. Alors, est-ce que vous pouvez commencer en présentant votre association qui est en partenariat avec Renaissance, avec justement Radio Courtoisie, RCRC, Renaissance Catholique. Alors, notre association existe depuis un peu plus de 30 ans maintenant. Notre vocation, c'est de contribuer, le terme est un peu pompeux, mais c'est la réalité, à la réforme intellectuelle et morale dont nous estimons que notre pays a besoin. Voilà, l'expression est d'Ernest Renan, et donc on est après la guerre de 1870, et puis elle a été remise au goût du jour, en particulier par Jean Madiran, à partir des années 50 et 60. Voilà. Nous estimons que les maux dont souffre notre pays et notre civilisation ont besoin d'une réforme intellectuelle et morale. Et donc notre contribution à cette œuvre, c'est d'une part une université d'été que nous organisons depuis un peu plus de 30 ans maintenant, qui a pour vocation d'éclairer un sujet d'actualité à la lumière de notre tradition nationale et puis également de notre foi catholique. Donc notre université d'été, la publication d'un certain nombre de livres, d'une part les actes de nos universités d'été, nous en sortirons un à l'occasion de cette fête du livre, et puis nous sommes également en France les éditeurs des ouvrages de Monseigneur Schneider, qu'un certain nombre de nos auditeurs connaissent. Qui est évêque au Kazakhstan. Alors voilà, qui est évêque auxiliaire de Sainte-Marie d'Astana au Kazakhstan, et qui se fait connaître par des positions tout à fait fermes de défense, en particulier de la tradition catholique. Voilà, donc on est son éditeur pour la France. On doit sortir au mois de mars prochain la traduction d'un livre qui vient de paraître aux États-Unis qui s'appelle Credo, Compendium de la foi catholique, et qui en fait est une reprise du catéchisme. Donc il y a ce qu'il y avait dans le catéchisme de Saint-Pédis, mais c'est réactualisé avec des questions que ne se posait pas Saint-Pédis sur la consommation de la drogue, un certain nombre de questions de morale conjugale, la guerre moderne, enfin voilà, des questions qui ne se posaient pas il y a un siècle. Voilà. Et puis, un des éléments de notre contribution à cette réforme, c'est la fête du livre que nous organisons, donc qui a pour vocation de mettre en avant des auteurs dont nous estimons que les travaux sont importants, et puis de permettre... je crois, voilà, le monde dans lequel nous vivons, la civilisation dans laquelle nous sommes, c'est la civilisation du zapping, de l'immédiateté, de l'image, de l'émotion. Voilà, on le voit aujourd'hui sur le conflit israélo-palestinien où les observateurs s'accordent. Israël est en train de perdre la bataille de l'image, mais les problèmes de fond, nous croyons aussi que l'homme est un être rationnel, raisonnable, et que il a besoin de réfléchir. Et puis surtout, c'est ce que l'on fait, je crois, souvent à l'occasion des lectures,
bénéficier de l'expérience des autres. Voilà, il y a une phrase qui m'a beaucoup frappé, c'est une phrase du général Matisse. Le général Matisse, alors je ne sais pas si nos auditeurs l'identifient tous, c'est un des premiers secrétaires d'État à la défense de Donald Trump, parce qu'il en a fait une grosse consommation. Et alors, il avait cette phrase que je crois très, très importante. En lisant, on apprend à travers les expériences des autres. Grâce à ma lecture, je n'ai jamais été pris de court par aucune situation. Jamais sans savoir comment un problème a déjà été abordé, en bien ou en mal avant. Ça ne me donne pas toutes les réponses, mais c'est une lumière dans un chemin qui est souvent sombre. Voilà, nous sommes bien sûr des êtres d'émotion, mais aussi nous sommes des êtres de mémoire, des héritiers, de transmission, et la lecture nous permet ce partage d'expérience. Alors justement, la lecture est très importante, mais je voulais revenir d'abord sur Renaissance catholique. Vous êtes aussi très attaché à la survie du rite traditionnel dans l'Église, qui est souvent menacé. Il me semble qu'il y a un an, vous étiez venu notamment pour représenter la 30e fête du livre, et vous étiez poursuivi en justice. Où est-ce que ça en est aujourd'hui ? Alors, mon procès était sur un autre sujet. Il était sur le fait d'avoir reproduit sur notre site une déclaration du cardinal Burke, de Monseigneur Schneider, dont nous avons parlé tout à l'heure, reprenant une déclaration du cardinal Ratzinger quand il était préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, disant que la législation civile ne doit pas reconnaître les unions homosexuelles dans la mesure où ce serait une reconnaissance officielle et une incitation à une situation de péché. Voilà. Donc j'ai été poursuivi, relaxé, les associations plaignantes ont fait appel, donc il y a eu un nouveau procès et j'ai de nouveau été relaxé. Alors je crois que c'est important et les attendus du tribunal étaient les suivants, étaient de dire l'Église, elle a le droit d'enseigner ce qu'elle a enseigné depuis 2000 ans. Voilà. Alors, ça n'est pas en accord avec la loi civile, mais on a le droit, on est dans une société où il existe une liberté d'expression. L'Église a le droit d'enseigner ce qu'elle a enseigné pendant 2000 ans. Et donc, justement, il y a aussi Monseigneur Dominique Ray. Vous avez suivi, je pense, cette affaire qui a été mise sous tutelle, notamment d'un autre évêque envoyé par le pape, parce que, notamment, il défend des catholiques qui, eux aussi, défendent la forme tridentine, la forme alors, extraordinaire. sous tutelle, c'est pas exactement le terme officiel, normalement. Oui, c'est pas le terme officiel, tout à fait. Mais donc, ça peut ressembler à de la tutelle, alors, justement. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, Monseigneur Dominique Ray, donc est évêque de Fréjus-Toulon, a fait l'objet d'une visite canonique il y a quelques mois, en particulier menée par le cardinal Aveline. Suite à ça, ce que l'on sait, c'est que le Saint-Siège lui a demandé de démissionner, ce qu'il a refusé de faire. Et alors à ce moment-là, il y a deux solutions. Il y a soit la solution que vient d'appliquer le Saint-Siège aux États-Unis, en relevant de son poste Monseigneur Strickland, donc qui est évêque de Tyler au Texas. Voilà, c'est dans les pouvoirs du pape. Il dit voilà, chers confrères, à partir de demain, vous n'êtes plus évêque. Alors c'est prévu dans le droit canon, mais à condition que l'évêque il ait fait de grosses bêtises, quoi. Il soit parfaitement hérétique, il ait une vie personnelle tout à fait débauchée, ce qui n'est pas le cas de Monseigneur Strickland. Et puis la deuxième solution, c'est de faire ce qui a été fait à Fréjus-Toulon, c'est de nommer un coadjuteur. Un coadjuteur, là c'est un peu particulier, avec des pouvoirs spéciaux. C'est en fait ce coadjuteur, qui est Monseigneur Touvet, qui arrive de Châlons-en-Champagne. Il doit s'occuper des prêtres, il doit s'occuper des séminaristes, il doit s'occuper des finances. Bon, c'est-à-dire le pauvre Monseigneur Ray, il lui reste a priori l'inauguration des chrysanthèmes. Et donc, voilà, on se trouve sur vraiment un transfert de responsabilité, en voyant pour l'originalité du diocèse de Fréjus-Toulon, donc Monseigneur Ray, dans la continuité de son prédécesseur, qui était Monseigneur Madec, qui venait du Morbihan, a mené une politique, je dirais, d'accueil très large de l'ensemble de toutes les communautés, des communautés charismatiques, des communautés nouvelles et puis des communautés également traditionnelles, ce qui en a fait le diocèse proportionnellement ayant le plus d'ordination. Voilà, le chiffre,
parce qu'on est allé regarder. Monseigneur Touvet, il a passé 8 années au diocèse de Châlons-en-Champagne et pendant cette période, il a procédé à une ordination en 2022. Dans la même période, Monseigneur Ray a procédé à 41 ordinations, sans compter la dizaine qui était prévue cette année et l'année d'avant, qui ont été repoussées, quoi. Alors, moi, je veux bien que Monseigneur Touvet il vienne s'occuper du séminaire, mais il semblerait que, a priori, Monseigneur Ray avait une expérience, et en tout cas, ça donnait plus de fruits. Voilà. Donc la situation est assez difficile. Le premier élément, c'est clair, c'est que vont devenir les jeunes qui devaient être ordonnés. En voyant, c'est la difficulté supplémentaire du dossier, c'est que dans ces jeunes, un certain nombre devaient être ordonnés pour la célébration de la messe traditionnelle, en particulier les missionnaires de la miséricorde. Et il est prévu dans Traditionis Custodes qu'un jeune prêtre qui vient d'être ordonné, pour pouvoir célébrer la messe traditionnelle, il doit demander l'autorisation au Saint-Siège. Alors, que se passe-t-il le temps où on demande l'autorisation au Saint-Siège? Que répond le Saint-Siège? Tout ça va être très intéressant. Voilà. Écoutez, on continuera évidemment à suivre cette question de Monseigneur Ray, qui n'est pas sous tutelle, on le rappelle. C'est vrai que c'est peut-être un petit peu fort. Mais alors, vous êtes ici surtout parce que vous êtes notre partenaire Renaissance catholique pour la fête du livre, la 31e fête du livre que vous organisez le 10 décembre prochain. Alors, on rappelle, c'est l'espace Les Pyramides à Port-Marly. Pourquoi c'est important pour vous d'organiser cette fête du livre à Renaissance catholique ? Alors, ce qui est important, ce que nous croyons, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur la réforme intellectuelle et morale. Nous croyons que, c'est pas de moi, les idées mènent le monde. C'est-à-dire que, par exemple, toutes les mesures législatives que nous pouvons déplorer, etc., le président Macron nous l'a quand même manifesté il y a quelques jours et quelques semaines en allant rendre hommage au Grand Orient, en disant que c'était... on peut faire une analogie avec Paul VI, voilà, c'est le four où cuit le pain de la République, etc. Donc, les lois, les orientations de société, elles sont d'abord pensées, elles sont d'abord conçues, et ensuite elles doivent être diffusées. C'est-à-dire, il ne suffit pas que vous ayez des idées très astucieuses, que vous fassiez un livre merveilleux. Si vous êtes tout seul et que vous le ratiocinez à votre épouse le soir, je veux dire, ça ne va pas servir à grand-chose. Oui. Donc, il y a vraiment cette conviction et puis cette volonté de diffuser nos idées. Voilà, les ouvrages qui sont proposés, globalement, participent de notre famille d'esprit et nous avons la conviction que les livres qui sont ainsi diffusés, ils participent à la diffusion de nos idées, ils font du bien. Et puis également, nous appelons ça la fête du livre. À l'occasion des fêtes de Noël, c'est aussi l'occasion de faire un cadeau personnalisé. Voilà, le livre que vous avez choisi pour la personne à qui vous souhaitez l'offrir, eh bien, ça correspond à ce que vous souhaitez lui transmettre, à ce qui lui plaît, à ses centres d'intérêt. Donc, il y a une dimension personnelle qui nous paraît importante. Comme les auteurs sont présents, vous avez une dédicace, qui peut être une dédicace personnalisée. Et puis, l'expérience montre aussi, tout le monde connaît la formule, une bouchée avalée n'a pas de goût, c'est-à-dire n'a plus de goût, c'est-à-dire le chocolat que vous offrez, le champagne, etc. Tout le monde va être très content, mais il est bien évident qu'un mois plus tard, plus personne ne s'en rappellera. Voilà, le livre que vous avez offert, avec une dédicace personnalisée, il dure dans le temps, et puis je crois que c'est aussi, si nous avons vraiment le sens que les personnes à qui nous voulons du bien, eh bien le premier bien à leur transmettre, c'est de leur faire connaître un peu mieux la vérité, etc. Offrir un livre, que ce soit un livre de distraction, que ce soit un livre qui doive les éclairer sur tel ou tel sujet, c'est faire du bien à ceux que nous aimons. Oui, tout à fait. Alors, moi, je voulais connaître le dénominateur commun entre tous ces auteurs, parce que vous parlez, donc on le rappelle, il y a 4 conférences, Jean Sévillat à 13h45, cette Autriche qui a dit non à Hitler, 15h Mathieu Bock-Côté, le totalitarisme sans le goulag, 16h Patrick Buisson, Décadence, et 17h Philippe de Villiers, le roman du Roi Soleil. Comment vous avez choisi vos auteurs ? Notamment pour ces conférences et puis après d'une manière générale. 3 critères. Premier critère, a priori, tous les auteurs qui sont présents ont un livre récent.
Voilà, c'est un critère. Il faut que le livre, sauf cas particulier, mais il n'y en a quasiment pas, ils aient publié un livre sur l'année qui vient de passer, de manière à éviter l'empilement. Et puis, tous les gens le savent, la durée de vie d'un livre aujourd'hui, c'est 1 an et demi. Quoi. C'est un livre qui a 3 ans, non plus. Donc, ils ont en commun un livre. Premier point. Deuxième point, ils ont, nous semble-t-il, et si on rentre dans le détail des 4 auteurs que vous avez cités, ils ont quelque chose à nous dire. Voilà, ils ont quelque chose à nous dire, alors sous des aspects différents. Si je prends le premier livre, Jean Sévilla, cette Autriche qui a dit non à Hitler, donc c'est l'histoire de l'Autriche de 1918-1920 jusqu'à 1945, et Radio Courtoisie joue son rôle aujourd'hui dans la... Nous l'avons invité d'ailleurs. Bien, oui, je sais. Mais dans la doxa contemporaine, voilà, l'Autriche s'est jetée dans les bras d'Hitler. Le référendum qui a eu lieu en avril 1938, à 99%, les Autrichiens ont voté pour le rattachement à l'Allemagne, etc. Donc tous les Autrichiens étaient pour le rattachement à l'Allemagne. Tous les Autrichiens sont des nazis. Bon, et le livre de Jean Sévilla nous dit la réalité, c'est absolument pas ça. Bon, donc je crois qu'il y a cette volonté de tordre le cou aux erreurs contemporaines. Deuxième livre, Le totalitarisme sans le goulag. Nous vivons dans une société totalitaire. Il n'y a pas de mirador, mais l'avantage, je crois, l'importance du livre de Mathieu Bock-Côté, c'est nous aider à comprendre les choses. On ne peut résister à de fausses idées que si on en comprend les origines et le mode de fonctionnement. Et puis 2 autres livres très différents. 16h, Patrick Buisson, Décadence. Alors, c'est un livre fondamental, me semble-t-il. Il explique... Alors, Décadence, c'est D-E-C-A-D-A-N-S-E. Ça fait référence à une chanson de Serge Gainsbourg et Jeanne Birkin, qui correspond tout à fait au titre tel qu'il est annoncé. C'est la manière dont, en l'espace de 40 ans, les mœurs ont changé. Et Patrick Buisson nous apporte 3 choses. Une documentation exceptionnelle, un sens incroyable de la formule, vraiment, il a le sens de la formule qui fait mouche, et puis également une qualité d'analyse. Je crois comprendre la crise morale contemporaine, ça passe par ce livre, et puis l'ouvrage que consacre Philippe de Villiers au roman du Roi Soleil. À 17h. Eh ben c'est la France, c'est Philippe de Villiers, donc c'est merveilleusement bien écrit. Et puis c'est la dernière fois où la France a quand même joué un rôle prépondérant sur la planète à l'occasion du règne de Louis XIV. Merci Jean-Pierre Maugeon. Je rappelle, vous êtes directeur de Renaissance Catholique et vous êtes notre partenaire Renaissance Catholique pour cette 31e fête du livre, dimanche 10 décembre de 12h à 19h à l'espace Les Pyramides Port-Marly. Voilà, il y a tout sur place, vous pouvez venir en famille, il y a une garderie, une restauration. Très vite, vous vouliez nous parler des 22e universités de Renaissance catholique. Comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus ? Alors voilà, à l'occasion de cette de cette fête du livre, nous publierons les actes de notre université d'été après la chrétienté. Voilà, avec un certain nombre de contributions, François-Xavier Bellamy, etc. Voilà, comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus ? Je crois que c'est une vraie question. Et puis nous préparons notre université d'été qui aura lieu le 14 juillet prochain, christianisme et géopolitique. Là, la question est différente. C'est, à travers son histoire, depuis l'édit de Milan au IVe siècle, l'Église a toujours été soutenue dans son action par des puissances catholiques. Aujourd'hui, 1, c'est le sens de l'histoire. 2, c'est la volonté de l'Église. Il n'existe plus de puissance catholique. Quels sont les nouveaux défis que cela pose ? Alors voilà, cette 22e université d'été, Renaissance catholique. Et puis je rappelle, dimanche 10 décembre, à l'espace Les Pyramides à Port-Marly, la 31e fête du livre. Il y aura il y a des stands associatifs, dont un stand de radio Tout à fait. Courtoisie. Donc à dimanche Jean-Pierre Maugeon. Merci beaucoup, Merci à vous.